Pensée rapide, paroles tranchantes, curiosité insatiable. Marc Boilard dissèque la société avec une ironie chirurgicale. Ont les yeux d'un trou, je l'ai toujours dit. Quand vous nous textez au 87 Cube Radio, ça donne des bijoux comme ce que Kelly a écrit. Oui, Tibet. qui nous dit, quand on parle d'aliments niche, est-ce qu'on parle de viande canine? Et voilà. Tu vois, ces autres stations, là, personne n'aurait eu le snap d'avoir... Bravo, Ouais. Exactement, bravo. Gabriel, comment vas-tu? Gabriel Giguère, analyste senior à l'Institut économique de Montréal. Très bien. On s'est parlé il y a quelques jours déjà et te voilà en studio, je suis très heureux. C'est un plaisir. Tu vas nous parler de GNL. On parle aujourd'hui de GNL. Et là, tu vas me faire plaisir parce que ce dossier-là circule tout le temps, puis là, les pipelines, puis telle affaire. Démêle-moi là du départ. C'est-à-dire, c'est quoi? Ça date de quand? À un moment donné, c'était supposé avoir lieu, ça n'a pas eu lieu, etc. Puis après, tu me diras, c'est quoi l'analyse que tu fais de l'opportunité elle-même? Ben déjà, au Québec, il faut qu'on remonte il y a quelques années, le fameux projet de GNL Québec au Saguenay. On le sait, le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral ont dit non à ce projet-là en 2022-2021. Et là, on comprenait pas trop, du moins de mon côté, pourquoi on a dit non. C'est une énergie qui est en grande demande partout dans le monde, en Asie, en Europe. Et là, ce qu'on voit tout récemment au Québec, encore une fois, c'est qu'il y a un nouveau projet dans les cartons. Un projet à Bécomo, qui viendrait transformer le gaz naturel de l'Alberta jusqu'au Québec pour l'envoyer en Europe. On le sait à l'heure où on se parle, il y a une usine de gaz naturel en fonction depuis très peu de temps. Dans l'Ouest canadien, il y a quelques usines qui sont à différents stages, ou plutôt à différentes étapes du processus de construction, mais toujours dans l'Ouest canadien. Et donc, l'Est canadien, le Québec, on n'a pas encore d'usine. Tout le monde n'en a simplement pas, parce qu'on a dit non il y a quelques années. Là, le gouvernement Legault, le ministre de l'Environnement, Benoît Charest, le dit, on est ouvert au nouveau projet de Bécomo. Il faut comprendre quand même que ces projets-là, c'est beaucoup d'argent d'investissement, c'est bon pour la prospérité du Québec. Et donc là, je pense que tu commences à comprendre mon analyse déjà. On est quand même fortement en faveur s'il y a des investisseurs privés. Parce qu'une chose qui est importante, là, c'est quand même pas le gouvernement de dire, écoutez, on va prendre l'argent des contribuables québécois puis on va l'envoyer à une entreprise qui est Marin Invest, en fait, qui est basée en Scandinavie, là, plus précisément en Norvège. On veut pas ça. Mais ce qu'on veut, c'est d'avoir un cadre réglementaire pour s'assurer que si on a des investisseurs dans le privé qui sont intéressés, qui se disent, au Québec, nous, on veut mettre de l'argent, on veut faire ce grand projet-là. Mais à ce moment-là, la meilleure formule, OK, si on s'arrête sur le côté économique, c'est-tu une redevance sur les ventes et de ne pas se mêler de la gestion? C'est-tu ce que tu préconises? Ben moi, très certainement, j'espère qu'il n'y aura pas de refus, comme on a vu, parce que ça a été ça le problème ça, c'est une autre également. question. Je te parle juste sur l'aspect économique quand tu dis on ne faut pas envoyer une Xème subvention à une compagnie en plus scandinave. Absolument. Donc, toi, tu voudrais que le gouvernement, dans le fond, reçoive une redevance pour sa ressource naturelle. Ben, ce serait mieux déjà que d'envoyer de l'argent. En fait, c'est que déjà, à la base, il ne faut pas qu'il y ait de l'argent des contribuables qui soit envoyé à la compagnie plutôt Marin Invest de Norvège. Ce qu'on veut, c'est juste d'avoir un toi, t'es à bon subvention cadre zéro. réglementaire. C'est ça Subvention zéro. OK. Mais non, mais on l'a vu avec Nordvolt, on l'a vu avec Lyon, on l'a vu avec Taïgon. On le voit de toute façon depuis l'arrivée du gouvernement Legault. Les subventions ont explosé. Puis, ben, ce qu'on constate, c'est que les rendements sont très bas. Là. Encore une fois, il y a quelques semaines, on l'a vu dans le journal, 0,3% de rendement chez Investissement Québec. C'est pas la bonne formule pour développer l'économie. Le gouvernement ne sait pas ce qui... En fait, c'est que le gouvernement ne peut pas remplacer le consommateur. Et on l'a vu qu'il a essayé avec la filière batterie, maintenant, de s'assurer d'avoir un cadre réglementaire intéressant. Pour que les investisseurs disent, au Québec, c'est intéressant d'investir. Parce qu'en réalité, quand on regarde certains sondages, on le sait très bien que c'est pas intéressant d'investir au Québec, notamment en énergie. Depuis l'arrivée du gouvernement Legault, et ça, je pense que c'est un élément qui est important. Oui. Depuis l'arrivée du gouvernement Legault, on a dit non à GNL Québec. On a interdit l'exploration et l'exploitation de pétrole et de gaz naturel sur notre territoire. Donc, on a vraiment eu une approche énergétique, là. C'est que l'électricité, puis le gaz naturel et le pétrole, on n'en veut pas. Même si on avait signé un livre il y a quelques années auparavant qui disait qu'on voulait être la Norvège de l'Amérique du Nord. Donc, ça, je le rappelle. Et là, on n'est plus trop sûr. Qu'est-ce qui se passe sur le plan énergétique? On a l'impression qu'on essaie de trouver le Nord sur la boussole, puis ça bouge pas mal. En réalité, aujourd'hui, dans la dynamique avec notre partenaire commercial au sud de la frontière, où on le sait, le gaz naturel, avant le mois dernier, là, où on a envoyé notre premier chargement, cargaison plutôt de GNL en Asie, c'était 100% des exportations de gaz naturel qui étaient aux États-Unis, puis plus de 90% du pétrole aux États-Unis. Donc, on a une hyper-dépendance sur le plan énergétique puis sur le plan des hydrocarbures en exportation aux États-Unis. Donc, on n'a pas le choix de diversifier nos partenaires commerciaux en tout point.
parce qu'on est très dépendant, mais surtout dans ces domaines-là où on est ultra dépendant. Et donc, d'avoir des grandes infrastructures comme des terminaux de gaz naturel liquéfié, bien, ça vient permettre de diversifier. Vous savez, en début d'année, j'ai fait une analyse pour voir si on avait dit oui à GNL Québec, quel aurait été l'impact économique de la diversification. Je t'écoute. Et là, ce qu'on a vu, c'est que GNL Québec, c'était 46 millions de mètres cubes quotidiens de capacité. Donc, ce que ça veut dire très concrètement quand on regarde au Canada, le projet GNL Québec aurait pu prendre 20% de tout ce qui est exporté du Canada vers les États-Unis pour le shipper en Europe. 20%, c'est 1,7, 1,8 milliards selon les prix de 2024, qui n'étaient pas particulièrement élevés. Oui. Donc, ça pourrait être plus haut. Donc, on comprend à quel point, si le projet de Baie-Comeau a évidemment, ça reste à être déterminé, mais des capacités similaires ou semblables, c'est très important pour le Canada et pour le Québec dans le bouquet de diversification des partenaires commerciaux. Donc, il faut garder ça en tête quand même. Et tu es au courant que la raison pour laquelle ça a été bloqué, c'était beaucoup des raisons environnementales. C'est-à-dire que les gens qui sont pro-environnement, ce qu'on devrait tous être, mais à des degrés différents, puis pour des raisons différentes. Il y a personne, quand je me plais à dire, personne n'est pour la pollution, là, on se comprend. Mais qu'est-ce que tu réponds à cette doctrine-là qui est que, bon, dans un premier temps, c'est de l'énergie qui un jour va arrêter. Donc, monnaie, le renouvelable, il va bien falloir s'y mettre. Deuxièmement, Martine Ouellette de Climat Québec est venue ici récemment, puis elle a eu vraiment des distinctions qu'on n'entend jamais. Exemple, elle dit le gaz de schiste, il y a deux formules, entre guillemets. Il y en a une qui est dans une grande enveloppe dans laquelle tu fais un trou, allez hop, on y va. Puis il y a l'autre qui est pris dans des pierres. Celle-là est plus fuitable, etc. Qu'est-ce que tu réponds à la question environnementale? La question économique, je l'ai bien compris. La question environnementale, c'est quoi ta réponse? Il y a plusieurs réponses à ça, plusieurs volets. La première des choses, il faut comprendre, si on prend le projet très précis de Baie-Comeau, ça va être à l'électricité. Là. Déjà à la base pour le processus, donc en matière d'émissions de GES dans la fabrication du gaz naturel liquéfié. Donc, l'usine elle-même, tu trouves qu'elle est relativement décarbonée, ou en tout cas au mieux possible? Ben, je veux dire, quand même, c'est intéressant. La production d'électricité au Québec, là, je veux dire, c'est du renouvelable. Donc, déjà, il faut avoir ça en tête là, au Québec. La deuxième des choses, il y avait une étude de Banque nationale qui avait été faite qui me semble incontournable. Quand on prend le gaz naturel du Canada, si on pouvait l'envoyer en Inde, parce qu'on le sait que l'Inde, là, c'est 60% du bouquet énergétique, bon an, mal an, lié au charbon. Donc, quand on fait ça, la Banque nationale indique que la réduction de GES, elle est phénoménale. Et donc, c'est un positif net sur le plan des émissions de GES mondiales. Donc, ça, il faut le garder en tête également. Maintenant, il y a aussi une question de sécurité énergétique. Quand on parle d'un terminal à Baie-Comeau, on parle surtout d'exportation en Europe. À l'heure où on se parle, il y a une guerre en Europe entre l'Ukraine et la Russie. Oui. Il y a une dépendance de plusieurs pays au gaz naturel liquéfié, plutôt au gaz naturel russe. Oui. Et donc, il peut y avoir un transfert du gaz naturel vers le gaz naturel liquéfié canadien, notamment québécois, si le projet va de l'avant. Évidemment, je suis pas sûr que tout le monde aurait pu dire au début de la guerre, ça va durer plusieurs années déjà. On le sait jamais. Exact. Donc, on le sait pas dans combien de temps ça va finir, si ça va finir tout ça. Donc, il faut comprendre quand même que ces projets-là permettent une certaine sécurité énergétique à nos alliés. Et puis, finalement, les Québécois, ils en pensent quoi, eux autres, à l'heure où on se parle? Parce que en février, il y a eu plusieurs sondages à cet égard depuis février. Puis ce qu'on constate, c'est que c'est une majorité absolue, donc plus de 50% qui sont en faveur d'un projet comme GNL Québec. Encore une fois, il y a beaucoup de technicalités qui doivent être présenté par le projet, mais il n'en reste pas moins que l'idée de diversifier, d'assurer la sécurité énergétique, de miser sur la prospérité économique du Québec, puis finalement, et j'ose le dire, d'une potentielle réduction des GES mondiaux, ben ça enchante les Québécois à l'heure où on se parle. Et donc, c'est difficile d'avoir un gouvernement du Québec qui dirait non tout de suite, sans même analyser le projet, parce qu'en réalité, les Québécois le veulent. Et ça, c'est une critique plus large que je m'apprête à faire, mais qui, je pense, est très importante sur la question des hydrocarbones au Québec. On a une réelle déconnexion au Québec entre la classe politique, les députés québécois et la volonté de la population. Moi, ça m'a toujours surpris. Depuis 2022, je regarde ça là, avec grande attention. L'interdiction de l'exploration et de l'exploitation d'hydrocarbures, quand on sondait la population, je parle pas de l'IODM, là, je parle des firmes de sondage très, très, très réputées, Ipsos notamment. Ce qu'on voyait, c'est qu'à peu près une personne sur deux était contre. Mais on a une unanimité au sein de l'Assemblée nationale. Donc, la question de l'énergie, là, il y a un grand décalage entre les représentants du peuple et le peuple. Donc, il va falloir quand même s'assurer que ce projet-là, à Baie-Comeau, soit clairement révisé et qu'il n'y ait pas de décision politique. Il faut que ce soit basé sur les faits. Je pense qu'il y a une certaine dynamique à l'heure où on se parle en faveur d'un tel type de projet. Alors, il y a plusieurs points là-dedans. Le premier, c'est que c'est très vrai quand tu dis que
En Inde, 60% du charbon qui est consommé dans le monde, c'est en Inde à plus ou moins, là, et ça cause un désastre de CO2. Et que si on est capable de... Puis pourquoi c'est intéressant? Parce que tu dois connaître, il s'appelle Giacomo Vici, l'ingénieur français là, qui va sur le plateau, qui est c'est un ingénieur très pragmatique qui parle d'environnement. Puis il expliquait justement, j'ai vu ça il y a quelques jours, que ça prend 1 an pour que l'atmosphère au complet de la planète soit totalement mélangée. Dans d'1 an, ce qui s'est passé en Inde, là, c'est réparti partout, Brésil inclus, là. Donc, quand tu dis que pour X raisons, en un mot, il ne faut pas penser le territoire comme un silo qui monte dans les airs et qui reste de même. Exact. C'est la première chose. Ça fait que ça, c'est un argument qui est vraiment, que moi, je n'avais pas entendu, qui est très intéressant de dire, si tu es capable, alors il ne faut pas que tu ailles au hasard en se disant, ce sera le fun, il y a qu'à faucon, mais si tu fais une vraie entente avec un pays comme l'Inde de dire, hey, nous autres, on aimerait faire un... Parce que ce qui manque actuellement en environnement, là, si je fais juste cette parenthèse-là, qui n'est pas rien, là, c'est des ententes internationales qui impliquent tout le monde. Ça fait que si GNL a un vrai deal avec l'Inde en disant, on fait un deal pour notre gaz, mais en contrepartie, vous signez que l'équivalent en charbon ne sera pas utilisé. Tu vois ce que je veux dire? Là, on pourrait tous être sur la même ligne. Ce qui est, je crois, il faut absolument qu'on en arrive à ça côté environnemental, parce que tous tes arguments sont implacables. Ton analyse économique, etc., je ne remets pas en question. Mais je ne peux pas faire de l'environnement une anecdote puis de tout ce qui est dérèglement climatique. Si quelqu'un qui y croit pas, c'est pas mon problème. Je te dis juste qu'à un moment donné, il faut que tout ça... Puis je trouve ça plate qu'il n'y ait pas assez de discours qui disent « T'en as besoin encore d'énergie ». Moi, c'est ça que j'entends, Vincent, quand tu parles, là. Demain, là... C'est-tu Vincent? Je me suis trompé. Gabriel, excuse. Non, mais vous êtes plusieurs personnages qui venaient... Mais aujourd'hui, tout le monde a encore besoin de pétrole. Tu peux pas du jour au lendemain dire « Ah, moratoire, c'est beau, tu prendras l'autobus, toi, à Val-d'Or. » Tu sais, ça marche pas, là. Ça fait que moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Je trouve juste que ce qui manque, c'est ce qu'on est en train de parler. C'est-à-dire que, oui, ce que tu me dis, c'est intéressant. Oui, économiquement, c'est hot. Oui, anyway, ils vont vouloir avoir du gaz. Mais ça pourrait-tu être des vases communicants dans les ententes qu'on fait? C'est une révolution de penser de même? Je pense pas. Alors, je trouve qu'il y a un certain intérêt quand même à ce que vous dites là. Je veux dire, il y a un remplacement qui pourrait s'opérer, puis c'est souvent ça quand je parle de l'Inde. Mais vraie entente. Ça pourrait être intéressant, mais je pense que ça dépasse ça aussi. C'est-à-dire que ça, c'est un élément important. Mais il y a aussi le fait de la sécurité énergétique. Je pense qu'il faut conjuguer les deux. Je suis bien d'accord. On peut appeler ça la souveraineté énergétique aussi. Dans un certain point, exactement, la souveraineté énergétique, quand on regarde nos alliés en Europe, puis là, on s'en rappelle en 2022 comment le prix du gaz naturel avait explosé. Oui. On ferme le robinet en Russie. Qu'est-ce qui se passe en Allemagne? On a une augmentation également des énergies qui sont intermittentes. Qui dit renouvelable, dit intermittente pour plusieurs. Comme les éoliennes. Quand ils ne vendent pas, il faut prendre du charbon en Allemagne. C'est zéro, là. Tout à fait. C'est pas tout le monde qui a le luxe, comme au Québec, d'avoir de l'hydroélectricité. Absolument. Et dans ce contexte-là, quand on est dépendant d'une grande puissance de gaz naturel comme la Russie, on mise énormément sur de l'intermittence, mais ça nous prend des peakers, ça nous prend du gaz naturel ou du charbon. Puis juste là, de me dire, l'Allemagne, quand elle a besoin d'une ressource stable, ça ne devrait pas être du charbon, ça devrait être au moins du gaz naturel, mais pas du gaz russe. Donc, c'est une autre chose qui se conjugue aussi à ce que vous dites, à savoir qu'il faudrait pouvoir établir des ententes, parce que ça ne fait aucun sens à l'heure où on se parle, où on a l'Inde l'Inde, mais la Chine également. Il y a encore quelques pays en Europe, notamment la Pologne, qui utilisent beaucoup le charbon. Évidemment, c'est pas la majorité du bouquet énergétique, mais ça reste que quand on a du gaz naturel disponible... En Europe, il n'y a pas de pétrole ni de gaz, point barre. Je veux dire, c'est anecdotique. Ça fait qu'ils sont obligés. Donc, le nucléaire avait arrêté, encore là, pour des raisons idéologiques. Là, tout le monde fait comme, coudonc, je pense qu'on va y aller. Ça fait que ça reste un enjeu, c'est ça le point. C'est un enjeu. On peut pas juste dire non, le pétrole, c'est pas fin, puis le gaz... Ça reste un enjeu. Puis c'est intéressant ce que tu amènes, c'est-à-dire, si aujourd'hui, ici, c'est quelque chose qu'on se dit on peut s'en passer, c'est peut-être pas le cas en Inde. Puis qu'à ce moment-là, la pollution, bing bang, ça va. Puis je te répète, dans d'un an, tout ce qui se fait partout est rendu partout. Il y a pas... En fait, comme vous dites, les GS n'ont pas besoin de passeport comme les humains autres. Les frontières, ça n'existe pas. Donc, dans ce contexte-là, j'espère que, d'abord, le gouvernement du Québec va avoir une approche pour ce projet-là beaucoup plus ouverte que ce qu'on a vu pour GNL Québec. C'est la première des choses. La deuxième, et c'est très ambitieux, là, je vous le concède déjà d'avance, mais j'aimerais avoir une réflexion plus large sur l'exploitation du gaz naturel au Québec. On est allé rapidement en 2022. On s'est dit, il y a de l'acceptabilité sociale pour ça, ce qui n'était pas tout à fait vrai quand on regarde les sondages, mais il n'en reste pas moins que c'est peut-être pas un enjeu central pour plusieurs Québécois. Donc ça peut être un élément qui a joué en la faveur du gouvernement, mais il n'en reste pas moins qu'à l'heure où on se parle, si on veut s'enrichir collectivement, on parle de prospérité, puis également, encore une fois, si on est capable de faire des ententes avec des pays qui utilisent beaucoup le charbon, mais je pense que tout le monde... Les deux dernières affaires que tu viens de dire, moi, à date, c'est une des bonnes politiques que j'ai vues
qui pourrait rassembler un maximum de gens parce que les deux problématiques sont conjuguées au lieu d'être opposées. Est-ce qu'on a des textos à ce sujet-là? Oui, il y a Martin qui nous dit on peut passer le gaz naturel au Québec. Est-ce qu'on va pouvoir passer notre électricité dans les autres provinces? Ils n'en veulent pas. Comme si, dans le fond, ce que je comprends de ce message-là, c'est l'espèce de résistance face au fait qu'on peut s'exporter ce qu'on produit ici au Québec. Est-ce que... Je suis pas sûr de comprendre la question pour être tout à fait franc avec vous. C'est que lui, il dit il n'y a pas d'équivalence. C'est-à-dire que est-ce que le Canada, si on accepte un pipeline qui amène leur gaz naturel ici, est-ce qu'eux autres vont ramasser de notre électricité? Mais là, je connais pas les tenants aboutissants de tout ça. D'accord, il y a quelqu'un d'autre qui nous dit en fait, il posait la question, moi je veux savoir ce que ça va rapporter au Québec, ce gaz naturel-là. On l'a effleuré un petit peu tantôt. Gabriel, là. il n'a vraiment pas... Clairement, c'est beaucoup de cas. Non, mais moi, ce à quoi je réponds, c'est pas le seul critère. Parce que sinon, Donald Trump, c'est lui qui a raison sur tout. Drill, allez hop, on s'en fout du reste. Ben non, pardon. C'est que là, ce qu'on voit, on discute, Gabriel et moi, puis on trouve qu'il y a peut-être des ententes qui pourraient se faire avec plein d'autres marchés qui, tout à coup, font exploitation au profit de diminuer le problème ailleurs qui nous concerne. C'est une planète. Il y a également sur ça qui, je pense, qui est très important, c'est tout ce qui est les dépenses en capital. Tu sais, construire ça, ces pipelines-là, construire ça, cette usine de gaz de liquéfaction, on l'a vu là, dans l'Ouest canadien plutôt, ça a coûté des dizaines de milliards de dollars, là, celle qui est en opération, l'usine de gaz naturel là, en opération. Donc au Québec, si on avait ça, c'est des milliards d'investissements chez nous, c'est à Côte-Nord. C'est également de la création de plusieurs emplois. C'est des centaines d'emplois en construction, assurément, puis... c'est pas payé au salaire minimum, ça, là. C'est du monde qui vont faire de l'argent, qui vont en profiter. Puis ça va être des familles québécoises qui vont être nourries avec ça, là. Donc, je pense qu'il y a quand même... Ça dépasse largement les produits qui sont envoyés. Il y a aussi toute la phase de construction et d'opération également, là. Donc, je pense que c'est quand même assez intéressant pour nos régions au Québec également. Merci, Gabriel Giguère, analyste senior en politique publique à l'Institut économique de Montréal. On se revoit bientôt, j'espère. Merci beaucoup.